You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never What? say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? I am the danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la fabuleuse Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Aujourd'hui, on parle de sexe, de drogue, de meurtre, bref, de l'adolescence version série télé. Pourquoi les ados des séries sont devenus aussi torturés? Telle est la question. Mais avant ça, le pic de la semaine. À chaque épisode, on vous parle de notre pic d'émotion, de colère ou de chaleur, bref, ce qui nous a le plus plu, ému ou énervé cette semaine. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'un pic de stress. Dans les prochaines semaines, on va assister au lancement de HBO Max, de Disney+, d'Apple TV. Tout ça qui va venir se rajouter aux plateformes de streaming qu'on connaît déjà, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime Video, Canal+, OCS. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et j'ai juste envie de me pendre parce que je ne sais plus à quoi je dois m'abonner, que ça fait beaucoup d'argent, que ça fait beaucoup trop de séries et que je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à vous parler de toutes ces séries si on n'a plus le temps de les voir. Ton pic de la semaine, Marie, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est un pic de nostalgie. Il commence à faire froid et moi, quand il fait froid, j'ai envie de revoir des vieilles séries. Et la série que je revois le plus, même si c'est très basique et qu'elle a pas forcément très bien vieilli, c'est Friends. Et ce qui est bizarre, c'est que, surtout vu qu'elle a pas très bien vieilli sur plein d'aspects, c'est qu'il y a beaucoup d'ados aujourd'hui qui étaient même pas nés au moment de la diffusion, qui sont en train de revoir Friends, et elle a énormément de succès sur Netflix, qui a dépensé une fortune pour la prolonger juste pour 1 an sur la plateforme, parce que justement, il y a des millions d'adolescents qui regardent ça, quoi. Et les ados, justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et plus précisément, des ados déprimés. I don't remember much between the ages of 8 and 12. Just that the world moved fast and my brain moved slow. Okay. Does anybody have any idea what a preposition might be? And every now and then, if I focus too closely on the way I breathe, I die. I'm just fucking exhausted. Ils ont 16 ans et ils ont déjà survécu à 3 overdoses. Ils ont des parents alcooliques ou drogués. Ils connaissent plus de positions sexuelles qu'une mère maquerelle en fin de carrière. Et ils enchaînent les séjours en hôpital psychiatrique ou en cure de désintox. Ce sont les ados d'Euphoria. Et en croire la série de l'été d'HBO, être jeune aujourd'hui, c'est franchement l'angoisse. C'est vrai qu'il est loin le temps où les séries d'ados envoyaient leurs héroïnes faire des virées shopping à Paris et s'intéressaient plus aux balles de promo qu'aux questions existentielles. Voilà, on avait Gossip Girl, on avait Dawson, on avait Art les cœurs à vif, on avait Newport Beach. Voilà. Et concrètement, le plus gros enjeu de Newport Beach, c'était pas vraiment les mêmes enjeux qu'Euphoria, quoi. Il y avait pas de problème aussi hardcore. Non, après, il faut dire quand même que les séries adolescentes ont toujours parlé de sujets difficiles, parce que c'est une période de la vie où il y a beaucoup de changements, où c'est une période très charnière, où il y a des prises de responsabilité, où il y a un passage à l'âge adulte, et naturellement, il va y avoir des questions assez lourdes qui vont se poser, et les séries adolescentes ont toujours reflété ça, que ce soit dans Dawson avec le divorce des parents de Dawson, que ce soit dans The O.C. Newport Beach avec Marissa, Marissa qui avait des problèmes d'addiction, qui a fini par spoiler alerte, ça fait 10 ans mais elle est morte. Et aussi, la série qui l'a fait le plus en fait, c'est peut-être Buffy, qui était vraiment basée, on vous prévient, on va parler beaucoup de Buffy parce que c'est notre série préférée, mais c'est vrai que c'est une série où les questions adolescentes étaient utilisées comme métaphore pour des questions beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que le lycée, par exemple, était littéralement sur les portes de l'enfer, et que le combat contre les forces du mal, c'était un combat très métaphorique contre les angoisses en fait adolescentes. Il y a eu notamment plusieurs passages de Buffy qui représentent vraiment ça. Déjà, il y a le personnage d'Angel qui est le petit ami de Buffy, et en fait, il y a carrément l'épisode où Buffy perd sa virginité avec lui, et où en fait Angel perd son âme. C'est-à-dire que c'est vraiment la pire angoisse d'une adolescente qui commence à peine à avoir une vie sexuelle, c'est que sa première expérience soit tellement mauvaise que son petit ami ne lui reparle plus jamais. Et c'est exactement ce qui se passe avec Angel. Il perd son âme et il devient le méchant de l'histoire, et il se retourne contre Buffy. Donc c'est une métaphore quand même assez lourde sur ce qui peut se passer à l'adolescence et les premiers émois sexuels, quoi.
Oui, voilà. Et puis c'était une série aussi qui parlait de sujets très lourds comme le deuil, avec un épisode en particulier qui est l'épisode de la mort de la mère de Buffy, Joyce, qui est un épisode où il y a aucune musique, aucun élément surnaturel. Justement, la série a choisi de ne pas avoir Joyce. Elle est pas morte à cause d'un démon. Voilà. Elle est morte d'une mort naturelle à cause d'une maladie. Et c'est un moment pour les personnages. Pour eux, pour confronter en fait le deuil et l'absurdité de la mort, ce qui fait très cliché à dire, mais en fait c'est surtout intéressant dans un personnage avec un personnage comme Anya, qui est un personnage qui était un démon jusqu'alors, qui a jamais confronté la mort et la réalité mortelle de l'humanité en fait, et qui se retrouve confrontée à ça pour la première fois. Oui, elle est complètement déboussolée en fait. I don't understand how this all happens. How we go through this. I mean, I knew her, and then there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid. Donc vous venez d'entendre Anya qui fait un monologue qui est devenu culte au moment où elle est confrontée en fait à la mort de Joyce, parce que juste elle ne comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi les gens devraient mourir en fait, ça lui paraît complètement absurde. Et bon voilà, on va arrêter d'en parler parce que sinon je vais me mettre à pleurer, mais c'est un moment très très fort de la série. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces séries d'ados étaient pas forcément hyper réalistes, c'est-à-dire que Buffy se battait contre des démons, contre les forces du mal, et les ados de Beverly Hills, Newport Beach ou Gossip Girl, ils étaient quand même ultra riches quoi. Oui, ils étaient riches. Il y avait un côté blanc, il y avait un côté un peu qui faisait rêver, parce que c'est cet aspect-là aussi qui fait rêver les adolescents, c'est-à-dire qu'on a tous envie d'avoir un budget limité, d'aller faire son shopping sur Rodeo Drive. Mais ils étaient aussi, faut dire, enfin tous les ados dans ces séries étaient joués par des acteurs de 30 ans qui étaient tous hyper beaux, et le geek boutonneux n'était justement pas boutonneux, c'était Seth Cohen dans The O.C. qui est quand même vraiment très mignon. Ouais. Enfin peut-être qu'il plaît pas à tout le monde, mais et c'est Xander dans Buffy qui aussi, enfin c'est difficile à croire que Xander soit le boulet du lycée quoi. Ouais. C'est le mec, ça aurait été le mec le plus canon de mon lycée par exemple. Donc oui, après si c'était pas réaliste, on pouvait quand même s'identifier aux problèmes qu'ils avaient quoi, c'est-à-dire que c'était pas une confrontation avec un baron de la drogue, c'était le premier baiser avec la fille sur laquelle on craque depuis des années, c'était comment on va s'habiller au bal de promo, ou c'était la déclaration d'amour de Seth Cohen à Summer devant toute l'école. On va l'écouter. Kiss all these other guys, but you won't kiss me. Acknowledge me now or lose me forever. Wait, you're dating this emo geek? Yes, Brad, she's dating this emo geek. Yeah, that's right. I'm a big dork and I listen to emo, and I'm dating her. Why are you doing this? Because, Summer, I like you this much. And if you don't feel the same way about me, then Someone's gonna have to give me a hand down because it's really high up here and I could fall and that would be embarrassing. More embarrassing. Donc c'était Seth Cohen dans Newport Beach qui fait sa grande déclaration à Summer et qui va même jusqu'à lui dire que oui, c'est un gros geek et qu'il adore écouter de la musique emo. Et donc c'est assez touchant, mais ça reste des enjeux vraiment assez limités par rapport aux enjeux d'Euphoria, quoi. Non, puis ça donne envie quand même. Oui. Enfin, on a toute envie d'être Summer à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment en 2007 qu'il y a un gros changement avec la série Skins, qui pour le coup n'a vraiment rien à voir avec The O.C. et Gossip Girl en termes de réalisme. Oui, c'est ça. Bah déjà, c'est une série anglaise, c'est pas une série américaine. Enfin, je vais pas dire ça sur les Anglais, mais c'est juste que c'est une série qui est beaucoup moins lisse et beaucoup moins hollywoodienne. Si, tu peux le dire. Et du coup, bah déjà, les acteurs sont tous des adolescents en fait. Et il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup de problèmes d'acné sur l'écran qu'il n'y avait pas dans les séries américaines et qui sont beaucoup plus identifiables. On s'identifie beaucoup plus à ça en tant qu'adolescents nous-mêmes. Enfin, maintenant on l'est plus, mais à l'époque. Oui, bah le mec le plus beau de Skins, Nicolas Hoult, ça reste un mec qui est mignon, mais qui oui, c'était le mec le plus beau de mon lycée, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, qui ressemble pas au canon absolu des séries américaines, quoi. Non, mais c'est ça. Les mecs canons de ton lycée. Grande thématique. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est-à-dire que dans les séries américaines, les questions d'alcool, c'était des questions qui sont toujours très moralisées parce que en fait, c'est illégal pour des jeunes de cet âge de boire, donc c'est soit jusqu'à 21 ans, ils ont pas le droit de boire. Donc c'est soit des gros problèmes, c'est-à-dire que c'est un problème d'addiction, soit ça va être un épisode où il y a quelqu'un qui se prend une cuite et qui après regrette ou qui fait des conneries et il se rend compte que l'alcool c'est mal, quoi.
Comme dans l'épisode Beer Bad de Buffy, où c'est littéralement toute l'intrigue de l'épisode, c'est qu'elle boit de la bière, mais sauf que c'est une bière qui est genre maléfique, quoi. Et elle devient Cro-Magnon. Voilà. Et que ça la rend un peu... C'est un des pires épisodes de Buffy, je dois dire. C'est quand même... Et ça, c'est un peu les défauts les plus de la télé moralisatrice américaine, quoi. Voilà. Et alors, dans Skins, c'est beaucoup plus réaliste par rapport à une expérience plus vraie de l'adolescence, c'est-à-dire qu'ils sont tous tout le temps en train de se prendre des cuites. Bon, ça va quand même très loin, c'est assez exagéré, il y a beaucoup de débauches. Maman, si tu m'écoutes, je ne prenais pas des cuites autant que les gens de Skins à l'adolescence. Bon, c'est exagéré dans la débauche, il y a aussi des moments déprimants, notamment avec la mort d'un personnage majeur, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'humour, beaucoup de grâce et de légèreté. Ils font beaucoup de conneries et il y a des drames, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont tous au bout de leur vie, quoi. Oui, bah d'ailleurs, c'est même devenu un phénomène. On avait tellement envie de vivre la même vie que les ados de Skins qu'il y a eu des Skins Party qui commençaient à s'organiser sur Facebook, quoi. C'est-à-dire que ça a dépassé le monde de la série et que tout le monde voulait faire la fête comme eux, quoi. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Gossip Girl et The aussi, ça faisait rêver au niveau de l'argent et Skins, ça faisait rêver au niveau de la débauche. On avait tous envie d'être rebelles comme les ados de Skins, quoi. Ouais, alors que le problème avec Euphoria, donc la série dont on parle cette semaine, et vous l'aurez compris, on a quand même quelques réserves, c'est qu'il y a rien qui fait rêver dans cette série, quoi. C'est vraiment la déprime constante. Non, mais c'est vrai qu'Euphoria, c'est un peu la série très 2019. C'est une série sur l'adolescence, peuplée d'adolescents, mais qui ne ressemble en rien aux séries d'ados qu'on a connues, quoi. Une des premières raisons pour ça, c'est que c'est une série HBO. Et en fait, HBO n'avait jamais fait de série centrée absolument sur des adolescents avant Euphoria. C'est la première série ado d'une chaîne qui est plutôt adulte, en fait. Donc on sent que l'emballage est complètement différent des séries qu'on a connues comme Gossip Girl ou Newport Beach, parce que là, il y a un côté très dur, quoi. Et puis il y a tous les éléments de la télé de prestige. On a une réalisation hyper cinématographique, on a une palette d'images quand même assez sombre, on a une bande son hyper léchée. Donc c'est pas du tout les codes qu'on a connus jusqu'à présent dans les séries d'ados, quoi. Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que tu dis que c'est la première série d'ados de HBO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que le public qui est ciblé, c'est un public adolescent parce qu'en plus ils ont pris vraiment, l'héroïne principale, elle est jouée par Zendaya, qui est quand même une icône assez culte de l'adolescence actuelle, et il y a pas mal d'influenceurs Instagram dans le casting aussi. Mais en même temps, c'est une série qui était interdite aux moins de 16 ans ou aux moins de 18 ans aux États-Unis sur HBO parce que il y a énormément c'est très graphique, quoi. Ouais. Et mais en même temps, c'est ça qui va attirer encore plus l'adolescent. Oui, voilà, il y a beaucoup de sexe et c'est ça, ça a toujours été le point de l'argument de vente un peu de HBO, c'est-à-dire que c'était la première chaîne câblée à pouvoir faire ce que les autres chaînes télé pouvaient pas faire, et donc il y avait beaucoup de sexe. Donc c'est un peu la marque de fabrique HBO. Et donc là, même dans une série pour ados où d'habitude on a plutôt des scènes qui sont quand même assez pudiques dans ce qu'on voit d'habitude, là ça y va, quoi. On a vraiment et puis en plus des scènes de sexe qui sont franchement assez violentes parfois. C'est vrai que ça rajoute au côté déprimant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça dans des séries pour ados, quoi. Le sexe n'est jamais représenté de manière aussi crue. Ouais, cru et puis désincarné, quoi. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que sous l'emballage novateur, avec tout cet aspect très esthétique et tout ça, la série reprend quand même vachement de clichés qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'il y a un jock populaire qui a des problèmes de masculinité, qu'il y a une meuf qui est traumatisée par le divorce de ses parents, qui masque tout ça en flirtant avec tout le monde. Sauf que la série en fait prend tout ça et met le curseur sur 1000. Oui, parce que ça c'est des trucs qu'on a pu voir dans d'autres séries auparavant, mais là c'est pas montré de la même manière, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le jock, alors pour dire juste un jock, c'est un sportif américain, c'est le joueur de football américain dans toutes les séries, en fait. C'est le mec hyper beau et hyper sportif. Donc le jock qui a des problèmes de masculinité, il a des problèmes de masculinité parce que son père agresse des femmes trans et qu'il a découvert les vidéos de son père. Et comment il exprime ses problèmes de masculinité en étranglant sa copine. Donc on est quand même pas au même niveau que Chuck Bass, quoi. Et la meuf traumatisée par le divorce de ses parents. Et en plus, elle doit voir sa mère sombrer dans l'alcoolisme. Et en plus, voir son père devenir accro à l'héroïne. Donc c'est quand même pas le même niveau. Et c'est fun. Ouais, c'est hyper fun. Enfin, c'est vraiment notre adolescence, quoi. Ouais, voilà. Et l'héroïne un peu cynique et détachée, qui est l'héroïne principale jouée par Zendaya, c'est aussi une toxicode bipolaire. Donc voilà. Et puis en plus, autant toutes les séries dont on a parlé précédemment abordaient aussi parfois des problèmes graves, il y avait quand même toujours de l'humour, il y avait toujours quand même des scènes qui avaient beaucoup de légèreté, quoi. Et puis comme on disait, il y avait les balles de promo, enfin il y avait les premiers baisers. Et là en fait dans Euphoria, ils ont éclipsé tout ça. Il n'y a pas juste deux copines qui rigolent un peu
sur WhatsApp ou qui se demandent comment elles vont s'habiller. C'est vraiment que dark tout le temps, quoi. Ouais, on se demande un peu pourquoi, et la série répond à cette question, en fait, parce que dès la première scène, on voit que Rue, l'héroïne jouée par Zendaya, est née le jour du 11 septembre 2001, et que donc elle fait littéralement partie de cette génération post-11 septembre. Elle n'a jamais connu une Amérique sans cette angoisse et cette anxiété, et qu'en plus sa génération, c'est aussi la génération des fusillades de lycée. Elle a jamais été à l'école sans cette réalité, et c'est quelque chose qui est vraiment dont la série est vraiment empreinte, quoi. Enfin, on sent cette anxiété dans toute la série, et le fait qu'ils choisissent ça comme scène d'ouverture, c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui les préoccupe dans la série. Et il y a aussi l'aspect internet, c'est-à-dire que c'est une série qui est très, c'est des adolescents qui sont très connectés, c'est l'adolescence des réseaux sociaux, mais internet dans cette réalité, c'est un internet qui n'est que négatif, qui n'est là que pour le porno ou le harcèlement. Il y a vraiment aucune autre réalité, quoi. Ouais. Bon, on va écouter d'ailleurs cet extrait donc issu de la scène d'ouverture d'Euphoria avec le monologue de Rue sur le 11 septembre. I was born 3 days after 9/11. My mother and father spent 2 days in the hospital, holding me under the soft glow of the television, watching those towers fall over and over again until the feelings of grief gave way to numbness. And then, without warning, a middle-class childhood in an American suburb. 13, 14... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même leur manière d'aborder la santé mentale est aussi très très négative, un peu comme pour Internet. C'est-à-dire que Rue a des problèmes de santé mentale, elle est bipolaire, et en fait, c'est pas vraiment stigmatisé, mais c'est pas non plus dédramatisé, quoi. On a quand même une vision extrêmement sombre de la santé mentale. Ouais. Et en fait, ça m'a rappelé un peu 13 Reasons Why, qui essayait aussi d'aborder des questions qui touchent vraiment les adolescents d'aujourd'hui, avec le harcèlement, la violence sexuelle et les problèmes de santé mentale. Sauf que en fait, c'est assez vite devenu quelque chose de très très morbide et de pas très représentatif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont dit non, mais enfin, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut expliquer le suicide d'une ado. Donc en fait, ça montre un peu les limites d'essayer de faire quelque chose de très en accord avec la réalité des ados, quoi. Oui, puis ça tombe aussi très vite dans quelque chose d'assez mélodramatique et extrême, qui du coup, donne pas beaucoup d'espoir sur la santé mentale. C'est pas comme une série comme Crazy Ex-Girlfriend que nous on adore, qui est une série qui aborde vraiment ces questions, mais sous un prisme qui est quand même très réaliste, mais en même temps plein d'espoir. Là, on a vraiment l'impression Rue, quand même, à un moment, est tellement déprimée qu'elle refuse d'aller aux toilettes pendant 2 jours et qu'elle développe une infection urinaire ou rénale. Enfin, je sais même pas ce que c'est, mais elle finit à l'hôpital. Tellement elle est déprimée et tellement elle regarde des séries en enchaînant sur les réseaux. Je pense pas que ça reflète la réalité de la santé mentale adolescente, qui est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup moins mélodramatique. Mais en fait, même si ça l'a reflété, le problème, c'est que c'est vraiment montré d'une manière assez dramatique et qui colle un peu à tout le ton de la série, c'est-à-dire que c'est limite plus pour faire de la provoque que pour vraiment avoir quelque chose à dire sur ce problème-là, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pour montrer jusqu'où on peut aller, à quel point on peut faire vraiment du hard, quoi. Et donc, au lieu de prendre cette occasion pour montrer quelque chose de peut-être assez touchant sur la santé mentale de Rue, ça part sur un truc, une espèce de surenchère de glauque. Et c'est un peu ce qu'il y avait aussi dans 13 Reasons Why, quoi. Après, le grand atout de cette série et de beaucoup de séries d'ados, en fait, c'est vraiment la représentation de la sexualité et du genre. C'est-à-dire que dans Euphoria, on a quand même Rue, qui est une jeune femme racisée, qui, en fait, au fil de la série, tombe amoureuse de sa meilleure amie, qui est jouée par Hunter Schafer, qui est une mannequin trans, et donc qui est aussi Jules, une jeune fille trans dans la série. Et en fait, c'est abordé de manière très décomplexée et très pragmatique. On n'a vraiment pas de scènes très didactiques qui nous diraient voilà, c'est comme ça que la transidentité fonctionne. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel et complètement intrinsèque à la série. Ouais, mais il faut le dire, les séries adolescentes ont toujours eu cet aspect-là, c'est-à-dire qu'elles ont toujours été très à la pointe sur tout ce qui était question de sexualité et question de genre. C'était Buffy, c'est la première série qui
avec Willow et Tara a mis en scène une scène de sexe lesbien. Il y a eu aussi Marissa dans The O.C. Il y a eu Marissa dans The O.C. qui en fait est bi et s'est révélée d'une manière plutôt naturelle en fait. Et puis il y a eu Naomi dans Skins, donc encore une fois une série qui a quand même joué un rôle très important. Il y avait Ricky dans Angela 15 ans. En fait, il y a toujours eu une vision de la sexualité beaucoup plus ouverte dans les séries pour ados, et ça je pense que c'est juste parce que historiquement, enfin c'est la jeunesse et les nouvelles générations qui sont vecteurs d'idées progressistes quoi. Et donc ça c'est quand même l'atout principal je pense d'Euphoria, c'est vraiment de montrer pour le coup une approche du genre et de la sexualité qui à mon avis ressemble à ce que les jeunes générations d'aujourd'hui vivent quoi. Ouais. Même si je suis pas experte en jeune génération. Voilà, même si l'homophobie existe encore et que il y a encore plein de problèmes à régler, mais c'est vraiment une approche assez décomplexée, et ça c'est quelque chose je pense qu'on peut reconnaître pour beaucoup de séries d'ados quoi. Non, mais c'est vrai que parler de sexualité ou de genre, bon, Euphoria le fait bien, mais il y a quand même une façon où on peut le faire de façon un peu plus subtile et positive aussi. Il y a des séries qui parlent de l'adolescence et de ces questions, comme par exemple Sex Education, la série la série Netflix qui est sortie l'année dernière, et c'est vrai qu'il y avait quand même un regard très très positif sur la sexualité quoi. C'est tout le principe de la série, c'est que un ado du lycée dont la mère est sexologue décide de fournir des conseils et une éducation sexuelle à ses camarades de lycée qui comprennent rien à la vie sexuelle et qui sont complètement paniqués en fait par leurs premiers émois sexuels. Donc c'est vraiment une série qui est hyper décomplexante, qui est très colorée, qui est très joyeuse et qui évoque avec humour toutes les angoisses qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins stressant qu'Euphoria quoi. Voilà, et c'est beaucoup plus drôle. Après c'est pas très réaliste pour le coup parce que c'est un peu un monde un monde rêvé quand même au niveau esthétique et tout ça. Il y a aucun lycée britannique si tu lis sur Twitter les réactions, il y a aucun lycée britannique qui ressemble à ça. Puis ils ont essayé de créer un espèce d'univers entre les États-Unis, les lycées américains traditionnels et les lycées britanniques, et avoir un espèce de mix entre les deux. Si on veut vraiment du réalisme et de l'humour, il y a Pen 15 qui est une série. Et alors là, pour le coup, ce qui est drôle quand même, c'est que c'est une série sur l'adolescence où j'ai jamais vu des adolescentes aussi réalistes, mais elles sont jouées par deux comédiennes de 30 ans en fait, qui se sont remis des bagues et des boutons pour se rejouer à l'époque de leur adolescence. Mais j'ai rarement vu une série qui abordait des thèmes comme la masturbation, les premières règles, exactement, les premiers crushs, la manière dont on peut obséder juste sur l'épaule de notre camarade de classe. Voilà. Et elle aborde tout ça, et de façon, je me suis rarement autant identifiée à une série sur l'adolescence, et alors que c'est fait par des femmes de 30 ans. Après, c'est peut-être parce que c'est une série sur notre adolescence à nous, parce qu'on a le même âge qu'elle, quoi. Et surtout, ça se passe à l'époque où nous, on était ados, c'est-à-dire que c'est volontairement situé dans les années 90 ou au début des années 2000. T'étais ado dans les années 80? Oui, non, au début des années 2000, pardon. Non, mais en gros, c'est des pré-ados, quoi. Donc déjà, elles sont plus jeunes que les héroïnes de Gossip Girl, quoi. Elles ont plutôt, en fait, 13, 14 ans, quoi. Et c'est vraiment situé à l'époque où il y avait le modem Internet qui faisait du bruit, et où on découvrait les chatrooms, et où on portait des buffalos. Donc, en fait, il y a aussi un côté nostalgie très, très fort pour les gens de notre génération, alors que peut-être que Euphoria parle plus aux jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que tous les jeunes se droguent. Peut-être qu'on est juste vieilles. Voilà, c'est ça. Voilà. Bilan, est-ce qu'on regarde Euphoria ou pas ? Moi, je dis non. Vous pouvez regarder 1 ou 2 épisodes pour le maquillage des actrices, c'est très joli. Mais après, moi, ça m'a vraiment déprimée. Et si j'avais pas eu à le regarder pour mon travail, je n'aurais pas continué après un épisode. Je trouve ça trop déprimant. Ouais, moi, je pense que je suis un peu plus modérée sur Euphoria, parce que j'ai quand même regardé avec attention toute la saison, quoi. Parce que je trouve que c'est juste très très bien fait. C'est hyper déprimant, donc ça se binge pas vraiment. Mais à raison d'un épisode ou 2 par semaine, ça peut se faire, parce que c'est vrai que c'est juste très très beau à regarder pour la réalisation, les maquillages, les costumes. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de déprimer et de vous dire que vous ne ferez jamais d'enfant, Euphoria peut être une solution pour vous. Pour terminer, le truc à voir cette semaine, on parlait d'adolescents pendant cette émission, il y a une série d'adolescents qui est vraiment excellente, c'est Véronica Mars. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle ? C'est une série du début des années 2000 avec Kristen Bell, qu'on voit à l'heure actuelle dans The Good Place. C'est l'histoire, en fait, dans un lycée assez riche de la Californie, mais pas non plus trop riche. Et l'héroïne, c'est la fille d'un détective
qui en fait enquête sur la mort de sa meilleure amie qui a été tuée l'année précédente. En fait, ce qui est génial avec Véronica Mars, c'est qu'il y a quand même des thématiques très très sombres. Bon, c'est une série hyper féministe et en fait, la plupart des enquêtes et des mystères de la série sont liés à des histoires de violences sexuelles. Mais c'est hyper bien fait et en fait, il y a beaucoup d'humour. Oui, c'est très drôle quand même. Voilà, c'est hyper drôle. C'est, je pense, une des séries les plus drôles et les mieux écrites de l'histoire, quoi. Et donc, en fait, malgré tous ces thèmes très sombres, on est toujours hyper divertis et il y a des triangles amoureux, il faut le dire. Voilà, il y a beaucoup de tensions sexuelles. Il y a des garçons très jolis. Donc, c'est un peu la série, à mon avis, parfaite si on a envie de regarder une série pour ados qui aborde des thématiques très, très réelles, tout en restant quand même divertissante et un peu plus légère que certaines. Tout à fait. C'était PIC TV, le podcast. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci à vous de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou dans votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous laisser 5 étoiles ou vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'on est trop génial. Salut! Salut!